Mes hommages du soir aux unes et toutes mes sollicitations, toutes mes salutations aux uns. Alors, je suis donc Serge Guérin, je vais intervenir sur ces questions, finalement, les seniors et l'entreprise. On pourrait dire, seniors et l'entreprise, je t'aime moi non plus. Point d'interrogation, point d'exclamation, 3 petits points pour choisir un petit peu. Alors, peut-être on se retrouve ce soir très nombreux, et je vous remercie d'être avec nous. On se retrouve à un moment de très grande actualité. Comme vous le savez, dans quelques jours, un mouvement social sans doute de grande ampleur interviendra autour de la question des retraites. Comme vous le savez sans doute, le gouvernement s'est engagé dans une démarche autour de la réforme des retraites. Dans tous ces éléments-là, on parle énormément de l'emploi des seniors, puisque une des idées, une des approches serait que les plus âgés, on parle de personnes qui ont la cinquantaine, on parle de personnes qui ont tout juste dépassé la soixantaine. Donc des gens très jeunes, mais simplement dans l'entreprise, on a tendance à les trouver déjà comme des seniors, comme des gens assez âgés. Toujours est-il que la question est comment faire pour que ces personnes travaillent plus longtemps, que on est autour de 62, 63 ans, et que peut-être 64, peut-être 65. N'oubliez pas que dans certains pays, on est déjà autour de 67 ans, et on évoque le travail jusqu'à 70 ans. Donc, les problématiques sont assez fortes, et dans l'ensemble du monde occidental, cette question-là de plus de gens qui puissent travailler plus longtemps se pose de manière très forte, tout simplement pour chercher à équilibrer le financement des retraites, quel que soit d'ailleurs le mode de financement de ces retraites, qu'elles soient comme chez nous par répartition, où on rend compte ce sont ceux qui travaillent, qui cotisent pour ceux qui ne travaillent plus, mais qui, je rappelle, ont cotisé précédemment, alors que dans d'autres pays, on est sur des logiques de capitalisation, où on rend compte que les gens mettent de côté pendant toute leur vie active pour qu'au moment de la retraite, ils puissent aussi avoir une retraite. Les deux systèmes ayant d'ailleurs leur qualité et leurs défauts. Le risque de la capitalisation, c'est quand la bourse diminue, parce que d'un seul coup, il peut y avoir des gens qui ont du jour au lendemain perdu 20, 30, 40% de leur retraite. Nous, le système est de ce point de vue-là plus équilibré, plus sûr, puisqu'une fois que vous avez votre retraite, globalement, que vous restiez à la retraite 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, vous continuerez de bénéficier de cette retraite. D'ailleurs, ça me permet de dire aussi que quand on a généralisé le système des retraites, c'est-à-dire en 44-45, hein, au moment où le Conseil national de la résistance a mis en place une partie de son programme, il y a eu la question donc de la généralisation des retraites, puisque déjà il y avait des systèmes de retraite qui existaient, et qu'on a mis la retraite à ce moment-là à 65 ans, mais à l'époque, l'espérance de vie était à peu près de 67 ans et demi. Donc vous voyez, ça fait 2 ans et demi en moyenne. Et puis, il y avait à l'époque 3 millions de retraités. Aujourd'hui, la retraite est autour de 62, 63 ans. Il y a 17 millions de retraités. Et on reste à la retraite 20, 25, 30 ans. Vous voyez donc que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on a mis en place le système des retraites, il y avait à peu près 4 personnes qui cotisaient pour une personne qui était à la retraite. Aujourd'hui, on est autour de 1,8 cotisants pour une personne à la retraite. Et si les choses continuent de cette manière, demain, on sera à 1,5 cotisants pour une personne à la retraite. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, il faudrait soit augmenter de manière très très forte les cotisations, soit diminuer de façon très très forte les retraites, soit autour de la question justement de travailler plus longtemps, ou bien trouver d'autres modes de rémunération, d'autres modes de financement. On pourrait imaginer de taxer plus, on pourrait imaginer de récupérer de l'argent auprès des GAFA, enfin, on aurait d'autres approches. Mais globalement, l'approche qui est souvent mise en avant, c'est celle de d'un côté, on joue un petit peu sur les cotisations, on joue un petit peu sur les revenus des retraités, et on joue un petit peu sur l'âge de départ à la retraite. Alors, si je reste justement sur l'âge de départ à la retraite, qui va être un petit peu notre sujet majeur, on pourrait dire qu'il y a deux problèmes derrière. Le problème, premier, c'est qu'une grande partie de la population n'a pas du tout envie de travailler jusqu'à 62, voire plus. Il y a même 41% de la population qui souhaitait revenir à 60 ans. Il y a une étude du Cercle de l'épargne qui est sortie il y a quelques mois. 41% de la population trouverait que l'idéal serait de revenir à 60 ans comme âge légal, limite de départ à la retraite. Et quand on regarde un peu plus précisément, on est plutôt à 56, 57, 58% pour les employés ou pour les ouvriers. En revanche,
pour les catégories supérieures, les cadres supérieurs, ainsi de suite. Là, on est plutôt sur des chiffres beaucoup plus faibles. À l'inverse, quand on regarde ceux qui seraient prêts à travailler jusqu'à 65 ans, qui disent qu'il faut y arriver progressivement à 65 ans, eh bien, on est à 46% des cadres supérieurs, mais on est seulement à 11% des ouvriers. Donc, on voit bien que la question sociale, elle est aussi extrêmement forte. Et puis, la deuxième chose, le deuxième problème, c'est que c'est bien beau de dire il faut que les gens travaillent plus longtemps, encore faut-il que les personnes de plus de 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans soient employées par les entreprises. Or, on le sait bien aujourd'hui, dès 45 ans, c'est-à-dire un âge extrêmement jeune, on est, c'est quoi? On est à la moitié de sa vie. Hein. Dès 45 ans, pourtant, dans l'entreprise, on est considéré comme un senior et on est en risque, si on travaille dans le privé, on est en risque, si jamais on perd son emploi, ou de ne pas pouvoir en retrouver. On considère même le défenseur des droits a même estimé que la première des discriminations dans l'entreprise, c'était l'âge, avant toute chose. Donc on voit bien que c'est vraiment une problématique extrêmement forte. Que donc, c'est bien beau de nous dire, on peut travailler plus longtemps, encore faut-il, encore une fois, qu'il y ait des emplois. Aujourd'hui, disons les choses très simplement, quand un senior part à la retraite, une fois sur deux, il est déjà hors de l'entreprise, qu'il soit au chômage, qu'il soit en système de pré-retraite, qu'il soit parti pour une raison X ou Y. Déjà un sur deux. Et par ailleurs, on est à peu près à 52% des plus de 55 ans qui sont en activité. Le taux d'activité est de 52% à peu près. Il était, il faut le dire, hein, il y a une dizaine d'années, autour de 38%. Donc il y a une progression plutôt forte. Mais si on regarde par rapport aux autres pays européens, les autres pays européens sont autour de 60%. Donc on est plutôt derrière ces pays-là. Alors, la première question serait justement de s'interroger pourquoi. Hein, pourquoi il se passe cette chose-là. Je dirais aussi, comme ça, pour donner un exemple, c'est que même les plus de 65 ans, qui sont pourtant à la retraite, 51% trouveraient même qu'il faudrait interdire de travailler au-delà. C'est pas bien. Peut-être dans l'idée, ça prend les emplois aux jeunes, ainsi de suite. En Allemagne, pays qui nous ressemble quand même, y compris d'ailleurs en termes démographiques, seulement 17% des plus de 65 ans trouvent ça choquant. Pour la plupart des gens, c'est assez normal. Après, il faut être d'accord, est-ce que c'est 35 heures, 40 heures, ou est-ce que c'est un mi-temps, un tiers-temps, ainsi de suite. Mais vous voyez quand même qu'en termes anthropologiques, en termes culturels, il y a des différences très fortes selon les pays. Nous, donc, on est à la fois dans des personnes qui elles-mêmes disent, globalement, j'ai pas envie, je trouve pas ça très bien, et des entreprises qui ont tendance aussi à dire les seniors, on préfère les voir à côté, ailleurs. Alors même que ces mêmes entreprises peuvent dire pour l'équilibre des retraites, c'est plutôt important de pouvoir travailler. Ça, c'est la première chose. Alors on pourrait s'interroger de mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi il y a ces représentations aussi fortes et finalement si négatives? Et pourquoi les gens eux-mêmes disent moi j'ai envie de partir? Alors on va parler hein, évidemment d'une souffrance au travail. Et pour un certain nombre de personnes, il y a cette souffrance au travail parce que la vie au travail peut être difficile. Je rappelle qu'il y a une souffrance au non-travail. Les gens qui ne trouvent pas d'emploi sont aussi dans une souffrance extrêmement forte. Il n'y a pas que de la souffrance dans la vie. Il ne faut pas non plus tout centrer là-dessus. Mais c'est vrai que ça existe. Un certain nombre de gens disent c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur physiquement. C'est aussi parfois trop dur psychologiquement. On imaginera par exemple, je ne sais pas, prenons une institutrice, une professeure des écoles. C'est pas évident de 25 ans à 65 ans de se retrouver avec des gamins de maternelle, même si on adore ces petits bouts de chou. À un moment donné, ça peut être totalement éreintant. Et je ne parle pas quand on est dans des classes plus difficiles, peut-être dans des conditions plus difficiles. Par exemple, je prends cet exemple-là. Vous voyez d'ailleurs comment on va définir la pénibilité d'un travail qui est finalement un travail très, très intellectuel. Un travail plus manuel, d'une certaine façon, on se rend bien compte de la pénibilité. Voilà, on pourrait prendre évidemment d'autres exemples. On peut imaginer qu'un militaire sur le théâtre des opérations, évidemment, se trouve à un moment donné physiquement, moralement, mentalement, dans une situation où il ne peut plus continuer ce métier-là. Donc voilà, donc on a ces problématiques-là. Mais on a aussi des problématiques, je dirais presque plus graves. C'est des gens qui vont dire, moi, ça allait très très bien. Simplement, je suis à un moment de ma vie où je n'ai pas de perspective, où je ne vois plus le sens de mon activité, où à chaque fois qu'il y a une promotion, c'est jamais pour moi, parce que je suis trop vieux. C'est jamais pour moi parce qu'on va dire oh je suis pas trop capable et ainsi de suite. Je vais vous prendre un exemple. Dans une enquête que j'avais menée, quelqu'un m'avait dit il avait 53 ans, on va dire extrêmement jeune. Il me disait mais moi il disait je veux partir à la retraite, je n'en peux plus. Je dis mais je comprends pas votre métier vous intéresse plutôt. Il disait oui monsieur Guérin, mais écoutez tous les matins quand j'arrive dans l'entreprise, quand je vais au bureau, il y a un collègue qui me dit alors papy c'est quand la retraite? Et ben j'en peux plus.
Donc, c'est-à-dire qu'on renvoie aussi aux gens une image comme ça extrêmement dégradée, extrêmement négative. Et je crois que ça, c'est vraiment un des problèmes absolument majeurs. Donc, c'est une question voilà, de considération, c'est une question de perspective, c'est une question aussi d'ambition, de se dire, mais moi, j'ai encore des envies, et finalement, on ne m'écoute pas. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il y a une image de l'âge, souvent d'ailleurs véhiculée par ceux qui ont le pouvoir, parfois, pas toutes, hein, mais par un certain nombre d'entreprises, par un certain nombre de DRH, par un certain nombre de décideurs, pas tous, y compris d'ailleurs parfois des décideurs qui eux-mêmes ont dépassé l'âge fatidique et qui pour autant ont une représentation des autres, on ne se voit jamais soi-même, mais des autres en disant oh, il commence à être âgé, oh, il commence à être dépassé. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancien. Alors, nous, en France, on paye aussi le prix des pré-retraites. Dès les années 55, ça a été mis en place, et à partir de 74, sous la mandature de Premier ministre de Jacques Chirac, les pré-retraites ont été extrêmement développées comme réponse à la hausse du chômage suite à la crise pétrolière. Sauf que du coup, il y a des gens qui, à 52 ans, 55 ans, parfois 50 ans, parfois avant, on a dit bah, c'est bon, maintenant, il faut partir. C'est-à-dire que donc, on était vieux dès 50 ans. C'est-à-dire que dès 45 ans, les entreprises se disaient dans 4-5 ans, cette personne-là va partir. Ce n'est pas le moment d'investir sur elle. C'est-à-dire que donc, dès 45 ans, on arrêtait de former les personnes. La meilleure façon de vieillir quelqu'un, c'est de ne pas le former. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Il y a aussi un élément de représentation. La première grosse étude qui a été sur le secteur, c'était une étude qui a été menée 76-77 auprès de 6000 abonnés de la Harvard Business Review. Donc des gens qui étaient des cadres très dirigeants, et on leur a demandé, deux sociologues leur ont demandé, mais quelles sont votre image des seniors, des salariés seniors? Et est ressorti, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, ce sont des gens qui sont moins productifs, ce sont des gens qui sont moins impliqués, et ce sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec les technologies. 1977. Quand vous refaites des études d'aujourd'hui, vous avez globalement les mêmes réponses. Alors, et puis, vous voyez, donc dévalorisation, pas à l'aise avec les technologies et pas mobile. C'est un petit peu ces trois éléments-là. Tout ça est totalement faux. On va les reprendre très très vite. Premier élément, des gens qui ne sont pas mobiles. Ben, ce n'est pas vrai. Par exemple, des seniors dont les enfants sont partis, ben, ils sont d'une certaine manière plus mobiles que des personnes dont les enfants sont petits et dont on veut assurer la scolarité. Je prends cet exemple tout bête. Des seniors pas mobiles, ça peut être des gens qui aujourd'hui, au contraire, ont envie à la fois une mobilité peut-être géographique, mais aussi une mobilité professionnelle, je dirais une mobilité horizontale. Des gens qui ont bien compris qu'ils ne seraient pas nécessairement directeur général ou directrice, ou que sais-je encore, mais simplement ils peuvent avoir envie de changer d'activité dans la même entreprise. Des gens pas à l'aise avec les technologies. Attendez, on dit parfois, non, mais quand même, des gens de 55 ans, l'Internet et tout ça. Si à 55 ans, vous n'avez pas croisé l'Internet, il y a un sujet quand même. Ça fait plus de 30 ans. C'est-à-dire que donc, depuis que vous avez 25 ans, vous avez vécu dans un endroit où il n'y avait pas toutes ces technologies. C'est très possible. Je ne sais pas, moi, ouvrier agricole, des éléments comme ça. Enfin, globalement, non. Les seniors d'aujourd'hui sont assez à l'aise avec les technologies. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les premiers de la classe à ce niveau-là, mais globalement, ils savent les utiliser. Et souvent, d'ailleurs, ils utilisent plus pour des éléments professionnels que pour aller faire des jeux et tout ça, alors que des plus jeunes pourront avoir tendance à passer plus de temps sur des jeux que sur une activité professionnelle. Autant il y a eu au moment de l'introduction de ces technologies vraiment une cassure générationnelle. Il y aura des gens qui avaient 45, 50, 55 ans, on a dit on ne va pas vous former. Et ces personnes elles-mêmes d'ailleurs souvent disaient j'en peux plus, je préfère pas y aller, j'ai peur, ça m'angoisse. Donc il y a des gens qui sont partis de l'emploi parce qu'on leur a dit c'est peut-être pas la peine, on ne va pas investir sur vous. Mais ça c'était les années 80-90. Aujourd'hui on est en 2019, bientôt en 2020. C'est plus du tout le sujet. Aujourd'hui, les gens qui ont 50, 55, 60, 65 connaissent très bien tous ces outils technologiques. Ils sont peut-être moins à l'aise que les gens beaucoup plus jeunes, mais globalement, ils connaissent très bien. L'autre élément, c'est dire, mais ces gens-là sont plus mobilisés, mais ces gens-là sont plus capables de se renouveler, mais ces gens-là sont plus capables de se former. Que nenni, c'est totalement faux. Je travaille beaucoup, par exemple, sur la question des quinquados. J'ai fait un bouquin là-dessus. Les quinquados sont au contraire des gens, justement, qui disent, moi, dans l'entreprise, on m'offre plus de perspective, alors que j'en ai envie. Moi, dans l'entreprise, on me dit, on me met de côté, voire on me licencie. C'est au contraire un moment où j'ai envie de refaire des choses. Je dirige à l'INSEC un master qui forme des directeurs des établissements de santé. J'ai un tiers des candidats qui ont plus de 45 ans. Et je vois des gens, y compris parfois de plus de 60 ans, qui ont envie de se relancer, qui ont envie aussi de trouver parfois des activités où il y a plus de sens. Donc, bien au contraire, les salariés seniors, les salariés quinquennaux sont souvent des gens, au contraire, plus impliqués, aussi plus compétents, aussi plus connaisseurs, y compris de savoir comment ça se passe autour, comment ça se passe dans le reste du monde. Donc, là aussi, on pourrait dire aussi, ah oui, mais il y a un gros problème générationnel. Je me souviens d'une entreprise qui m'avait demandé une mission de conseil en disant il y a un problème de génération. Les jeunes et les vieux, ça se parle plus. Je fais l'étude, j'étais un peu étonné, j'ai eu peut-être dans cette entreprise de manière un peu particulière.
pas du tout. Globalement, d'ailleurs, c'était même amusant. Les jeunes disaient, mais oui, les seniors, évidemment, on n'a pas toujours le même vocabulaire, on n'utilise pas toujours l'Internet de la même manière, mais globalement, souvent, quand vous discutez un petit peu, à la fin, la personne vous disait, ouais, bon, Jérémy, chef, là, 54 ans, vous savez, il fait tellement penser à mon père. Et vous discutiez avec le Jérémy en question, vous disiez, ah bah oui, là, la petite, j'ai l'impression que c'est ma fille. Donc du coup, en fin de compte, il n'y a pas du tout cette cassure générationnelle. Il y avait même au contraire plutôt du partage, même je dirais de la réciprocité. Parce que le jeune apprendra, on ira lui demander, écoute, là ce logiciel, je ne suis pas très à l'aise, ou tu peux me réparer mon iPhone. Voilà. En revanche, sur d'autres sujets, c'est le jeune qui aurait été d'ailleurs valorisé. On lui demande son avis, on lui demande des conseils, mais sur un autre sujet, il dira au contraire, là j'ai besoin plutôt de celui qui est plus âgé. Et même, ces jeunes étaient même surpris qu'il n'y ait pas de pot de départ à la retraite. C'est eux qui me l'ont dit. Ils me disent, mais je ne comprends pas, dans cette entreprise, on valorise tellement peu les gens que quand ils partent du jour au lendemain, ils ont disparu. Et quand j'ai expliqué ça à la DRH, j'étais très, très étonné. Ah bon, des jeunes, ça intéresse le pot de départ à la retraite? Je dis, mais oui, pas pour eux, mais simplement dans la symbolique qu'il y a de remercier des salariés qui sont là depuis longtemps. C'est-à-dire que si on ne remercie pas les salariés qui sont là depuis longtemps, on ne remercie pas non plus les plus jeunes qui sont arrivés depuis plus récemment. Et donc, du coup, d'ailleurs, ils ont remis en place ce pot de départ à la retraite. Donc, vous voyez, par exemple, sur la question de la connivence intergénérationnelle, de la réciprocité, elle est au contraire extrêmement forte. Sur la question de la technologie, il n'y a pas de problème particulier, même si, évidemment, les plus âgés sont moins à l'aise généralement que les plus jeunes. Mais on sait aussi qu'il y a des plus jeunes qui sont très à l'aise sur des jeux vidéo, qui pour autant, sur des logiciels de gestion, sont beaucoup moins à l'aise. On le voit, par exemple, sur les questions de déclaration d'impôts en ligne. Il y a des gens de 20 ans qui sont totalement perdus et qui appellent d'ailleurs le grand-père pour qu'il puisse expliquer, la grand-mère puisse lui expliquer comment ça fonctionne. Donc on voit bien que là aussi, les représentations demanderaient à être extrêmement affinées, à être beaucoup plus intéressantes. Et puis, on peut dire aussi que ce qu'il y a derrière, peut-être, c'est une dévalorisation monstrueuse, dramatique, tout simplement, de l'expérience. Une société, que ce soit une entreprise, que ce soit un pays, ne se construit pas sans base. Elle se construit sur des racines culturelles, des racines sociales, des racines anthropologiques. Elle se construit aussi sur la transmission et sur des compétences. L'entreprise a besoin de compétences. Certaines entreprises, le jour où elles ont mis dehors toute une génération, elles ont découvert qu'elles avaient perdu aussi des savoir-faire qu'on peut retrouver dans des manuels, des savoir-faire qu'on peut retrouver de manière théorique, sauf qu'après, il y a le petit coup de main, quoi. Et ça, ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas en 2 jours, ça apprend parfois en années et en années. Et souvent, c'est les plus anciens qui vont traduire ce savoir-faire auprès des plus jeunes. Et donc, là aussi, on s'est aperçu parfois que c'était coûteux, très coûteux, même un drame pour certaines entreprises, soit une entreprise dans le secteur industriel, qui a été obligée d'aller rechercher à la fois les personnes qu'elle avait licenciées, mais de manière un peu dure. En plus, ces gens-là n'avaient pas envie de revenir comme ça. Et puis, elle était obligée de mettre en place des doctorants pour essayer de retrouver exactement le geste technique. De la même manière, d'ailleurs, que quand il y a des crises très fortes, le passage à l'euro, les tornades de 99, on est allé chercher des salariés seniors parce qu'on savait que ces personnes-là avaient un savoir-faire très, très singulier, très, très particulier, qui étaient aussi capables plus facilement de parler, de garder leur calme, ainsi de suite. Dans des moments un peu de forte tension, dans certaines entreprises, on RIP. Ceux qui sont en front office, les plus jeunes, on les met plutôt en back office, et les plus âgés, d'un seul coup, on les remet en front office, pour 2 raisons. La première, ces personnes-là ont plus d'expérience et souvent relativisent mieux. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'en face, dans la queue, on est aussi moins énervé face à quelqu'un qui est plus âgé. Parce qu'on le respecte plus, parce qu'on se dit que ces personnes-là ont plus de légitimité, plus de crédibilité. Donc il y a un petit peu les deux. Vous voyez, d'un côté, on dévalorise, et de l'autre côté, quand on demande aux gens, ou quand simplement on regarde comment ils font sans même y réfléchir, on s'aperçoit que ces personnes-là, son joueur, respectent plus aussi l'âge, y compris des gens jeunes. On le connaît très bien dans le monde financier, y compris des jeunes, parfois préfèrent parler de leurs finances personnelles avec quelqu'un qui a un petit peu de bouteille, qui est un petit peu âgé. Vous voyez, donc là aussi, on voit bien que ces représentations sont quand même un petit peu différentes et demanderaient à être beaucoup plus grattées, beaucoup plus construites. Donc cette question de dévalorisation de l'expérience est quelque chose qui est au-delà de l'entreprise, qui est une question, je dirais, anthropologique. Nous sommes dans des cultures qui survalorisent la jeunesse, qui survalorisent la modernité, qui survalorisent la nouveauté, qui survalorisent le changement. Alors c'est très bien le changement, c'est très bien la nouveauté, on en a bien évidemment besoin, mais parfois le nouveau peut être moins bien que l'ancien. Parfois le nouveau marche moins bien, parfois il y a des problèmes de maintenance. Tout ça fait partie de la société, tout ça fait partie de nos réalités. Et souvent, on peut avoir tendance à les mettre de côté.
Or, encore une fois, il ne s'agit pas de refaire la querelle des anciens et des modernes. Il s'agit simplement de se dire que tout ce qui est moderne n'est pas nécessairement génial, tout ce qui est ancien n'est pas nécessairement à jeter. Et que souvent, il faut peut-être là aussi inventer des complémentarités. Il y a à la fois besoin d'innovation, bien entendu, mais il y a aussi besoin parfois de conserver un certain nombre de choses. Vous avez eu avec Sylvie Faucheux une intervention remarquable sur la question du développement durable. Vous avez derrière cette question-là. Parfois, l'enjeu, c'est de conserver les choses. Et les seniors, les gens âgés, les gens qui sont présents depuis longtemps, d'une certaine manière, contribuent à conserver ces choses. Il faut à la fois conserver ce qui est bon et inventer ce qui est mieux. Hein, mais c'est pas tout jeter. C'est ni jeter le bébé avec l'eau du bain, ni je dirais jeter le vieux avec l'eau du bain aussi. Hein, donc c'est d'autres choses qui sont en jeu. On en a besoin. Une entreprise a besoin de marcher sur ses deux jambes, l'expérience et la nouveauté. Des gens un peu âgés et des gens moins âgés. Et c'est ça qui construit. D'ailleurs, une entreprise industrielle qui fabrique des voitures, dont je ne donnerai pas le nom, avait remarqué qu'à un moment donné, ils avaient fait une mesure d'âge. Et là, dans l'atelier qui était le plus productif, le plus efficace, où il y avait aussi d'ailleurs le moins d'échecs, le moins de déchets industriels, c'était l'entreprise, c'était l'usine qui était la plus âgée. Et puis un jour, il y a eu une mesure d'âge et ils ont licencié un certain nombre de salariés très âgés. Et quelle surprise ce fut de découvrir que la productivité avait baissé. Alors même que sur le papier, si on enlève les plus âgés, a priori les autres seront plus actifs, plus efficaces, ainsi de suite. Ben non, non, la productivité a baissé. Parce que simplement, il y avait un effet d'entraînement, il y avait un effet justement d'apprentissage commun, il y avait un effet là aussi de réciprocité qui jouait à la fois sur l'ambiance, mais qui jouait aussi tout simplement sur l'efficacité. Celui qui a le coup de main sera peut-être un petit peu moins rapide, mais évitera un certain nombre d'échecs. Et celui qui est plus rapide, peut-être a un moins bon coup de main, mais est plus rapide. Et donc, c'est les deux qui, finalement, l'un et l'autre s'entraînent. L'autre élément sur lequel je crois il faut prendre appui, c'est de se dire que le senior expérimenté, je reprends ce terme, d'ailleurs peut-être ne devrait-on pas dire senior, peut-être devrait-on dire simplement expérimenté. La différence, c'est celle qui a la personne qui a l'expérience et la personne qui n'en a pas, et qui va en avoir, mais qui a besoin justement d'une transmission. D'ailleurs, on pourrait dire qu'une partie, pas pour tous les seniors, mais une partie du rôle d'un senior dans l'entreprise, c'est justement de transmettre son expérience, mais pas seulement son expérience professionnelle, c'est aussi son expérience relationnelle. Fais attention, voilà comment ça se passe avec les fournisseurs, voilà comment on respecte les gens, et ainsi de suite. Ça va être beaucoup plus large. C'est aussi une expérience parfois commerciale. Il y a des gens qui ont appris, qui ont une fibre commerciale, je dirais assez naturelle, qui l'ont aussi apprise. Et là aussi, un senior peut transmettre des choses. Encore une fois, le jeune peut aussi transmettre des choses aux plus âgés. C'est cette notion de réciprocité qui existe pour la première fois dans nos sociétés. Et puis, je crois qu'il est important aussi de dire que rappeler aux entreprises que sur certains sujets aujourd'hui, elles ont un problème de compétences. Et quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, elles auront besoin d'aller voir du côté des seniors pour trouver ces compétences. Il y a les étudiants, je dirais, les plus diplômés, les plus capés, où là, on a un problème aujourd'hui en France, où on ne trouve pas suffisamment de personnes compétentes, et ça bride le développement économique, et ça bride la réussite d'un certain nombre d'entreprises, et du coup, d'ailleurs, ça bride aussi la capacité d'embaucher des gens peut-être moins formés. Et donc là, de ce point de vue-là, on a besoin aussi d'aller voir du côté des seniors, y compris pour les former, et je pense aux technologies, et je pense aux technologies numériques, et je pense à l'informatique, ainsi de suite. On peut aussi se dire, ça vaut le coup de former un senior de 50 ans, parce que dans 15 ans, il sera encore là. Et donc, c'est rentable, entre guillemets. Et puis, on a aussi un problème de compétences sur des métiers, je dirais, plus relationnels, qui demandent moins de qualification. Je pense à tous les métiers de la restauration, par exemple, où il y a un énorme problème pour trouver des gens. Mais je pense aussi à tous les métiers du soin, de la santé, de l'accompagnement des enfants, de l'accompagnement des personnes très âgées, des aînés, de l'accompagnement des gens qui sont en perte d'autonomie, des gens qui sont touchés par un handicap. C'est des enjeux à millions de personnes. Et derrière, il nous manque entre 500 000 et 1 million d'emplois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi des gens plus âgés. Parce que pour accompagner quelqu'un de très âgé, c'est important aussi qu'il n'y ait pas que des jeunes. Il faut qu'il y ait des jeunes, bien entendu, mais il faut aussi qu'il y ait des gens plus âgés. Imaginez une maison de retraite où il n'y aurait que des salariés de 25 ans qui accueilleraient des personnes de plus de 90 ans. Au bout d'un moment, ça finirait par faire un décalage un petit peu bizarre. Et les familles, d'ailleurs, ne seraient pas nécessairement en confiance. Il faut des gens de 25 ans, il faut des femmes et des hommes de 25 ans, et pas que des femmes, d'ailleurs.
j'en profite pour le dire, mais il faut aussi des gens de 40 ans, il faut aussi des personnes de 50 ans, voire plus. On a besoin de toute cette diversité générationnelle. Là aussi, il y a un vrai sujet. Et puis, je voudrais insister aussi sur un autre élément. Nous sommes dans une société qui a pris de l'âge, et ça va continuer. Aujourd'hui, 25% de la population a plus de 60 ans, 24% de la population a moins de 20 ans. Depuis 2015, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est à peu près, si je prends les plus de 50 ans, c'est à peu près 22 millions de personnes. C'est aussi ces personnes-là qui consomment beaucoup. Elles consomment pour elles, mais elles consomment aussi pour d'autres. Par exemple, un tiers des jouets sont achetés par des retraités. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour jouer tout seul, pour eux. Généralement, ils l'offrent à leurs petits-enfants. Mais c'est eux qui achètent. C'est eux qui vont acheter aussi d'autres produits, des produits extrêmement classiques, et puis aussi des produits peut-être plus adaptés à leurs besoins. C'est ce qu'on appelle la silver economy. Mais si je sors de la silver economy, si je prends l'économie dans sa globalité, une grande partie du marché vient des seniors, vient des plus de 50 ans. Vous imaginez une entreprise où il n'y aurait que des 25 ans, des 30 ans, qui produiraient pour un marché où 50% à plus de 50 ans ou à plus de 60 ans? C'est complètement délirant, c'est complètement idiot. C'est-à-dire que l'entreprise a besoin, pour comprendre aussi son marché, elle a besoin, dans ses forces vives internes, dans sa démographie interne, elle a aussi besoin à ce que les salariés, à ce que la pyramide des, euh, des, des âges soit totalement représente peu ou prou celle de la population. Alors vous me direz, il y a une partie importante de personnes qui ont plus de 75 ans, on ne va pas recruter des salariés de plus de 75 ans. Mais pour autant, il faut quand même qu'il y ait des gens qui ressemblent là aussi à l'image de l'entreprise. Donc ça aussi, je crois que c'est un sujet extrêmement important. Donc vous voyez, c'est de l'intérêt, je ne fais pas de la morale, c'est de l'intérêt de l'entreprise de recruter aussi, je n'ai pas dit seulement, j'ai dit aussi de recruter et de conserver. Vous voyez, ce mot conservatisme, on le retrouve là aussi, de recruter et de conserver des salariés depuis 45 ans. Vous vous rendez compte qu'encore une fois, je parle de salariés de plus de 45 ans comme si c'était des vieux. Enfin, c'est délirant. 45 ans, encore une fois, vous êtes tout jeune. Vous êtes en pleine forme. Vous êtes même à un moment où, à la fois, vous avez une vraie force physique, une force intellectuelle, les neurones qui marchent très bien. Contrairement à tout ce qu'on a raconté pendant des années, les neurones ne disparaissent pas après 25 ans. Vous savez, il y a des gens qui ont dit après 25 ans, on commence à en perdre, ainsi de suite. Oui, on en perd, mais on en crée d'autres. Et puis en plus, voilà, le cerveau est beaucoup plus plastique qu'on ne le croit. Donc, à 45 ans, les gens sont à la fois dans une très bonne forme physique et aussi dans une très bonne forme euh, psychique, émotionnelle, et par ailleurs commencent à avoir de l'expérience. C'est quand même une bêtise absolue de se dire à ce moment-là, oh, ben on va commencer, on s'est débarrassé, et ainsi de suite. C'est totalement idiot. Ce n'est pas de l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas de l'intérêt non plus de la collectivité. Je dirais même que ce n'est pas de l'intérêt des personnes depuis 45 ans, parce qu'il y a aussi le besoin à la fois financier, mais aussi il y a le besoin simplement de se sentir utile, de se sentir dans la société. Pour autant, on rappelle que quand on est sorti de l'entreprise, par exemple, les retraités ont aussi de très fortes utilités, mais ça c'est un autre sujet. Donc en tout cas, je voulais terminer là-dessus en vous disant que combien, si vous êtes un salarié senior, dites-vous bien que l'entreprise a besoin de vous. On ne fait pas la mendicité quand on est un senior, on dit l'entreprise a besoin de moi. Dites-vous bien aussi que, c'est mon histoire de quinquado, que vous êtes aussi en capacité de rebondir. Vous êtes aussi en capacité de trouver du sens ou un autre sens à votre activité. Vous êtes en capacité à monter votre entreprise. Vous êtes en capacité à trouver une autre entreprise. Vous êtes en capacité à vous former encore. Et puis, je dis aux entreprises, aux DRH, aux patrons d'entreprise, aux patrons d'entreprise qui nous regardent très nombreux ce soir, je leur dis aussi, c'est votre intérêt d'aller chercher ces personnes-là, parce qu'elles apporteront autre chose que les plus jeunes. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les plus jeunes et les plus vieux, il s'agit de dire que les uns et les autres ont un rôle à jouer dans l'entreprise comme ils ont un rôle à jouer dans la société. Et c'est à cette condition-là que peut-être aussi on sera capable de mieux répondre aux problématiques autour de la retraite. Alors je crois qu'il est à peu près temps pour arrêter cette première partie et que nous allons maintenant passer à ce moment tout à fait intéressant d'échange entre vous. Hein, et donc, avec des questions qui vont être posées, je les
je les lirai, puis j'essaierai d'y répondre sur un temps donc assez court, puisque nous avons une demi-heure. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a intéressé. Alors, Sadia nous pose la question. Donc, l'idéal, c'est d'avoir 50% de personnes âgées et 50% de personnes jeunes. Alors, moi, je me méfie beaucoup des quotas. C'est pas trop mon truc en termes de conviction propre. J'aime pas trop ça. Et je crois que c'est risqué. Hein, ben, je le dis parce qu'il y a des tentations aussi de ce côté-là. C'est pas nécessairement 50-50. D'abord, ça dépend de l'entreprise. Vous imaginez une start-up, peut-être qu'elle, elle a plutôt dans sa logique d'avoir des gens très très jeunes qui sont des férus d'informatique, qui vont coder, et ainsi de suite. Remarquez, je reste sur le codage. J'ai visité il n'y a pas longtemps dans le Perche une école qui forme au codage. Il y avait des gens donc, plutôt de 20, 25, 30 ans, mais il y avait aussi des gens de plus de 50 ans qui avaient envie de s'y mettre. Donc globalement, ce n'est pas nécessairement 50-50, ça dépend aussi du type d'entreprise. J'imaginais bien qu'entre une entreprise, par exemple une maison de retraite, et une start-up qui est spécialisée sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas nécessairement les mêmes équilibres. Donc c'est aussi une question voilà, de bon sens, je dirais. En tout cas, je crois que même une start-up très centrée sur des technologies qui intéresseraient plutôt les jeunes a tout intérêt à aussi avoir des seniors. Alors, si je continue sur cette problématique, je dirais qu'on a un besoin très important de se dire qu'il faut qu'une entreprise soit capable de penser la diversité. Une entreprise soit capable de se dire j'ai une diversité culturelle, une diversité d'origine, j'ai une diversité de situation, j'ai une diversité géographique et j'ai aussi une diversité en termes d'âge. Et que c'est tout ça qui fait, quand c'est bien équilibré, quand il n'y a pas les uns qui prennent pouvoir sur les autres, que c'est aussi une manière de faire tourner de manière très forte l'entreprise. Alors, d'autres questions arrivent. On me dit, est-ce qu'il y a une différence dans les entreprises industrielles? Alors, Bernard Ribbs nous pose une question. Que pensez-vous de l'idée de développer le mentorat dans l'entreprise entre plus expérimenter les jeunes et de le valoriser afin d'assurer la rétention des jeunes arrivant dans l'entreprise? Quel exemple avez-vous à ce sujet? Alors, je dirais que je parlais tout à l'heure de transmission. À mon sens, et ça c'est une conviction très forte, très ancrée en moi, je crois que l'avenir d'un pays ne se construit pas s'il n'y a pas un minimum de transmission. S'il n'y a pas de transmission, derrière, ça s'appelle la barbarie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'origine. Or, nous avons besoin tous de nous ancrer aussi dans un territoire, dans une histoire nationale, et ainsi de suite. Ben, l'entreprise, c'est un petit peu pareil. Donc oui, je crois que c'est important d'avoir cette transmission-là. Et il y a des gens, il y a des seniors qui sont plus doués pour ça que d'autres, qui en ont envie. D'autres, c'est moins leur truc. Il y a des gens aussi qui ont moins de choses à transmettre. Donc, je crois qu'il faut repérer lesquels on a envie, lesquels ont quelque chose à transmettre, et il faut aussi les former à cela. Parce que ça les valorise, ça donne de l'importance. C'est dire, dans votre temps de travail, on prend un temps où vous allez transmettre auprès des plus jeunes, où vous allez simplement mentorer. J'avais suivi une entreprise où, au début, ils demandaient à une entreprise extérieure de venir expliquer un certain nombre de choses aux jeunes. Je dis, mais c'est complètement idiot. Vous avez des salariés seniors qui connaissent mieux. En plus, vous allez faire des économies. Et ces salariés seniors ont été valorisés, ont passé une formation. Du coup, vous avez aussi un certificat, des gens qui vous disent moi, à 55 ans, j'ai eu un diplôme supplémentaire et ça me fait du bien. Alors, on a d'autres questions qui se posent. Par exemple, Shiva nous parle de comment pensez-vous que les mentalités des recruteurs vont être changées? Sacrée question, sacrée question. Je suis quand même surpris, étonné, souvent déçu que les recruteurs restent sur un système de clonage. Je veux la même personne qu'auparavant. Et les recruteurs, souvent, sont même pires que les entreprises. Ils ont tendance à freiner en disant non, non, on va prendre la même chose. Et donc, c'est aussi à des recruteurs d'évoluer dans leur représentation. On a besoin de les faire évoluer dans leur représentation. Sylvie Faucheux nous demande quel type de formation vous semble adapté pour les seniors. Alors, je dirais que c'est une vraie question d'ailleurs pour l'IFG, je trouve. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement de former de la même manière les jeunes et les seniors. Pour ça, d'ailleurs, que tout ce qui est formation continue est extrêmement important. Comment on s'appuie aussi à la fois sur l'expérience des personnes? On ne va pas tout leur raconter, on ne va pas faire un cours un petit peu ex cathedra comme on peut faire dans une école. Parce qu'il faut aussi s'appuyer sur les savoirs des seniors. Les savoirs, donc c'est aussi une sorte de feedback. J'apporte aussi, en tant qu'apprenant qui a l'expérience, on ne va pas me la faire.
certaine manière. Donc, c'est aussi comment je mobilise le savoir de ces salariés, de ces apprenants seniors, de ces formés seniors, pour aussi le valoriser. Je crois que là, il y a quelque chose de très fort. Comment casser les préjugés qu'à partir de 45 ans, on est classé comme senior? Sacrée histoire, hein, sacrée difficulté. En fait, oui, ce sont des préjugés. Donc, c'est montrer les réalités aux gens. Par exemple, celui dont je parlais sur les quinquados, les gens de l'APEC m'ont dit, mais finalement, vous nous aidez à dire combien les salariés seniors sont des gens, des actifs, sont des gens qui sont capables d'inventer des choses. Et finalement, découvrir que 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous êtes capable d'autant inventer, parfois même plus, que quelqu'un de 25 ans. Alors, selon moi, le problème principal est que les gens de bureau ont une vision économique, mais ne sont pas forcément visionnaires, alors que les gens de terrain ont une vision de productivité. Alors, c'est vrai que c'est toujours utile de s'appuyer aussi sur l'expérience terrain. Je ne dis pas que le terrain a toujours raison, mais en tout cas, le terrain a une connaissance. Et donc, dire, mais prenez cet exemple, montrons. Alors, vous avez parfaitement raison. Il y avait une démarche comme ça sur la question de l'emploi des seniors. Il disait, mais si on montrait simplement comment ça se passe dans la vraie vie, sans doute que ça permettrait aussi de convaincre des gens qui sont parfois un petit peu enfermés dans leur tour d'ivoire, de comprendre qu'en effet, ça fonctionne sur le terrain. Une personne disait autour de la question des binômes, oui, je crois que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On a des choses autour de cela, c'est-à-dire que quelqu'un de jeune et quelqu'un de plus âgé qui partent ensemble. On a vu ça, mais vous savez qu'on voit ça dans plein de secteurs. On voit ça en médecine, où à un moment donné, on dit bah, le chef de service, l'expérimenté, il vient avec quelqu'un de plus jeune et il lui apprend, parce que la chirurgie, vous ne pouvez pas que l'apprendre de manière théorique, il faut à un moment donné y aller, quoi. Un pilote, il aura aussi besoin d'être soutenu par un pilote beaucoup plus expérimenté. D'ailleurs, il y a le commandant de bord, et puis il y a le second, et ainsi de suite. Donc on voit que très souvent, ce système de binôme, ou d'ailleurs là aussi les deux peuvent s'apprendre des choses. En tout cas, ça peut être en effet, moi je suis très favorable à cette approche. D'après votre expérience, quel est l'âge moyen des recruteurs? Alors ça, c'est parfois très étonnant. J'ai vu des recruteurs de 25 ans qui posaient des questions de manière d'ailleurs parfois un petit peu prétentieuse à des gens qui en avaient parfois le double. Et donc, c'est vrai que c'est un peu déplaisant d'ailleurs pour celui qui a 50 ans et qui ont fait la leçon d'une personne qui finalement n'a pas peut-être des superbes diplômes, mais n'a pas toujours beaucoup vécu. Je crois qu'il y a la question de l'âge, mais il y a aussi la question de l'expérience de ce recruteur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans la vie? À 25 ans, on peut avoir déjà des expériences diverses. Mais quand même, je crois que c'est important que les gens aient un minimum d'expérience de l'entreprise, un minimum d'expérience du terrain, un minimum d'expérience des êtres humains. Je crois qu'il faut avoir l'expérience des êtres humains et aussi aimer les êtres humains. On ne peut pas recruter si on n'aime pas un minimum les gens. Vous parlez de la formation n'est pas qu'un booster pour les seniors pour demeurer dans le tempo de l'entreprise. On parle de formation. Voilà. Je crois qu'en effet, encore une fois, on vieillit les personnes à ne pas les former. Alors, tout le monde ne se forme pas de la même manière. Hein. Les gens qui, avec l'âge, on peut avoir besoin d'être accompagnés autrement. Puis, il faut aussi prendre en compte les gens qui ont eu des formations ou des mauvais souvenirs ou qui ont peut-être été en échec scolaire. Si c'est refaire 20 ans plus tard avec la même représentation de l'enseignant qui était un peu rude, ça ne marchera pas. Celui qui vous a dit mais vous êtes nul, celui qui vous a dit mais vous êtes nul en orthographe, si vous refaites les mêmes techniques 20 ans plus tard, ça ne fonctionnera pas. C'est comment là encore on s'appuie sur l'expérience des personnes, comment on trouve aussi des méthodes pédagogiques un petit peu différentes, comment les gens sont insérés dans une démarche d'apprentissage. Je crois que les FG travaillent beaucoup là-dessus et je crois que c'est extrêmement important parce qu'on valorise les personnes, encore une fois, on valorise l'expérience. Alors, la nouvelle appli pour le compte personnel de formation, oui, elle est, je crois, malheureusement aujourd'hui, alors c'est tout neuf, hein, nous soyons aussi prudents avec cela, c'est dans l'idée de donner plus de capacité aux personnes de choisir leur propre formation, mais je crois qu'il faut faire attention, parce que qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, on ne peut pas décider nécessairement tout seul. On a besoin aussi de conseils, on a besoin aussi de connaissances, on a besoin aussi parfois d'aller tester. Moi, j'ai dit à des gens, passez 2-3 jours, vous avez 50 ans, vous interrogez sur une nouvelle vie professionnelle, passez quelques jours avec ces gens-là, y compris s'ils ont 25 ans d'ailleurs. Parce que l'idée qu'on a théorique n'est pas nécessairement l'idée qu'on a pratique. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est encore trop tourné, en tout cas, vers les jeunes. De toute façon, à partir de 40 ans, quelqu'un nous dit à partir de 40 ans, un grand nombre de personnes souhaitent changer de vie, d'orientation professionnelle. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois que j'ai rencontré des gens de 28 ans qui voulaient déjà changer de vie. J'ai rencontré des gens de 60 ans qui voulaient changer de vie. Et puis des gens de 40 ans. Nos vies sont plus longues qu'hier. Nous vivons plus longtemps. Donc, il est logique que nous changions de vie plus souvent.
Ça vaut d'ailleurs pour la question professionnelle comme pour la question personnelle. Et donc, c'est aussi, moi, je trouve ça très bien, je trouve ça tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est qu'on accompagne ces possibilités. On ne peut pas nécessairement faire le même métier pendant 40 ans ou 45 ans. On peut simplement, au bout d'un moment, avoir envie de faire autre chose. On a d'ailleurs aujourd'hui des enseignants pour qui c'est une seconde vie. Et inversement, on a des enseignants qui ont arrêté cette vie d'enseignant pour faire une autre vie. Quel serait le ratio optimal entre senior et junior pour les entreprises privées devraient mettre en place de nos jours? Alors là encore, j'avais dit tout à l'heure, moi je n'ai pas de réponse. Je dirais que pour moi, ça dépend déjà d'où on est, de quel type d'entreprise. Il faut prendre ça en compte. Je crois qu'il n'y a pas de ratio optimal parce qu'il est très adaptable, mais qu'en tout cas, il y a quelque chose de dire il faut qu'il y ait à la fois des jeunes, des seniors et des gens entre les deux. Voilà. On dit que les seniors coûtent cher à l'entreprise. Quels arguments sur le plan financier, rentabilité pourrait-on avoir pour défendre l'idée de maintenir les seniors dans l'entreprise? Les seniors coûtent cher dans l'entreprise, mais l'incompétence, elle ne coûte pas cher aussi dans l'entreprise. Est-ce que dans certains cas, il ne vaut mieux pas des gens qui sont peut-être un peu plus chers? Et ça se discute beaucoup, hein, parce qu'il y a aussi des gens, il y a des gens qui ont commencé avec un faible salaire et qui ont terminé avec un faible salaire. Vous vous rendez compte comment vous les motivez? Donc, ce n'est pas si net que ça. Mais on peut imaginer aussi d'autres systèmes de primes, des systèmes d'accompagnement sur d'autres problématiques. Par exemple, sur la question des aidants, sur la question même de préparer sa retraite, que sais-je encore. Donc, il n'y a pas que la question pécuniaire très, très directement. Mais encore une fois, moi, je vous demande qu'on compare l'apport de ces seniors qui souvent abîment moins les pièces, souvent il y a moins de déchets, souvent il y a moins d'échecs, souvent il y a moins d'absentéisme par rapport à peut-être un salaire un petit peu plus élevé. Donc, comparons les choses et soyons un petit peu plus précis. Et puis, encore une fois, des seniors qui ont quitté l'entreprise, qui ont été mis dehors de l'entreprise ou qui ont dû, y compris pour des raisons personnelles, changer d'entreprise ou arrêter de travailler pendant un certain temps, je peux vous dire que très souvent, leurs demandes salariales sont plutôt beaucoup plus faibles qu'auparavant. Le rôle des seniors dans l'entreprise est-il le même selon les différents pays? C'est une excellente question parce qu'on voit bien que, par exemple, les pays nordiques, c'est aussi anthropologique, c'est aussi culturel, valorisent beaucoup plus l'expérience et du coup, donnent aussi plus de place aux seniors. Il y a aussi des entreprises qui se sont dit, nous, on veut, parce qu'on ne trouve pas nécessairement les bonnes compétences, et donc on s'appuie sur les seniors parce qu'ils ont ces compétences-là. À partir de quel âge ou combien d'années d'ancienneté peut-on dire que l'on est expérimenté? Alors, vous me direz que ça dépend aussi des personnes. Il y a des gens plus doués que d'autres. Il y a des gens qui, en 5 ans, sont plus expérimentés, mais un chirurgien, ce n'est pas 5 ans qu'il lui faut. Hein. Un ébéniste, ce n'est pas 5 ans qu'il lui faut. Donc, ça dépend aussi. Il y a aussi des génies, il y a aussi des gens qui ont grand talent, puis il y a des gens qui sont plus standards. Donc, voilà. Mais je dirais que selon les métiers, ça peut être 5 ans, mais ça peut être parfois 20 ans. Des gens qui ont besoin de 20 ans, et on a besoin de ces gens-là et ce temps-là. Et c'est aussi des gens qui auront été mieux accompagnés par d'autres qui sont à la fois expérimentés, mais qui sont aussi à la fois pédagogues. Pourquoi les anglo-saxons n'ont pas la même vision des seniors? Je vous dis, c'est aussi cette notion un petit peu culturelle. Il y a cette notion où justement, le mot senior est un mot latin, français, parti outre-Atlantique et revenu. Et outre-Atlantique, dans les entreprises, ça voulait dire justement beaucoup plus expérimenté. Un chef de produit senior, un vice-président senior. Donc, il y avait cette notion beaucoup plus forte d'expérience. Parce que dans ces pays-là, étonnamment d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire il y a aussi un renouvellement très fort, mais dans ces pays-là, on va prendre en compte, peut-être, parfois, pas toujours, mais parfois on va prendre en compte plus l'expérience. Pensons aussi aux conditions sociales qui ne sont pas les mêmes. Hein, aux États-Unis, souvent, on peut être surpris quand on arrive, on voit beaucoup de gens très âgés, parfois très très âgés, qui font des petits métiers. Enfin, je ne dis pas que c'est non plus la bonne solution. Hein. Il y a aussi des conditions sociales. Mais en tout cas, de se dire, ça peut être pas nécessairement 35 heures, ça peut être 5 heures par semaine. Mais pour certains, c'est aussi une manière de pouvoir apporter, de se sentir aussi utile, ainsi de suite. C'est aussi une question économique qu'il ne faut pas oublier. Savez-vous quel est l'accompagnement de l'État dans l'approche du maintien des seniors dans l'entreprise, dans le contexte de valorisation des pré-retraites et d'instabilité des dates de départ à retraite? Écoutez, le problème, c'est que l'accompagnement de l'État est assez faible. Aujourd'hui, Pôle emploi, l'APEC ont décidé, dans leur feuille de route, ces questions-là sont des questions beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et il n'est pas impossible que l'État se dise aussi, ce qui serait assez cohérent, puisqu'il y a une réforme des retraites qui pourrait certainement conduire à ce que l'on travaille plus longtemps, il faut qu'en échange, l'État fasse aussi son rôle et fasse confiance aussi à d'autres, je pense aux régions, je pense aux entreprises elles-mêmes, pour aussi favoriser cet emploi des seniors et favoriser l'implication, la formation. Il y a aussi le tissu associatif.
une entreprise, un groupe, une association comme EG, qu'on trouve un peu partout en France, qui sont d'anciens cadres et d'anciens dirigeants d'entreprise, qui eux-mêmes contribuent à accompagner souvent des chômeurs seniors pour essayer justement de les aider à remettre le pied à l'étrier. Oui, donc il y a un petit peu tout ça. Sur la question du recrutement, ce qui semble challenger pour les recruteurs, c'est la capacité d'adaptation des seniors, de surcroît s'ils n'ont pas changé régulièrement d'employeur. Ah, bien sûr, il y a seniors et seniors, mais comme il y a jeunes et jeunes, comme il y a salariés et salariés, comme il y a actifs et actifs, la personne qui, pendant 40 ans, a fait à peu près le même métier dans la même entreprise, dans une entreprise que je ne nommerai pas, j'avais fait tout un travail autour de cette notion-là en disant il faut voilà, un ensemble de salariés, ainsi de suite. L'idée, c'était est-ce que certaines personnes, j'étais allé voir, ils m'avaient dit laissez-moi tranquille, surtout qu'on m'oublie. C'est des gens assez inquiets qui disaient je ne suis pas trop capable, j'ai peur. Et des gens qui n'avaient pas changé d'activité, qui n'avaient pas changé d'agence, qui n'avaient pas changé de lieu pendant 10, 15, 20, 25, 30, 35 ans. Et non, ces personnes-là ne sont pas du tout prêtes au changement. Et je crois d'ailleurs, très honnêtement, qu'il ne faut pas faire attention à ces personnes-là, les accompagner, mais il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soient capables de se remettre totalement en question. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont un mental aussi différent. Vous savez, on le sait tous, on a croisé des gens de 20 ans qui étaient déjà vieux dans leur tête, puis on a croisé des gens de 60 ans qui étaient super jeunes dans leur tête. C'est ça aussi ce qui joue. Donc, il faut aussi prendre en compte les personnalités et les parcours biographiques. Est-ce que les seniors devraient être impliqués dans les plans de succession dans les entreprises? Oui, c'est-à-dire que, d'ailleurs, une des questions, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, c'est il y a des personnes, par exemple, il y a des petites entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs. Peut-être que des seniors plus expérimentés pourraient reprendre ces entreprises. On sait d'ailleurs que les entreprises reprises par des gens de plus de 50 ans ont une durée de vie, ont un taux de succès supérieur à ceux des plus jeunes. Parce que simplement, les gens sont aussi plus expérimentés, font peut-être plus attention. Voilà. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se joue. Patrick nous dit, j'ai 48 ans, je travaille dans un groupe américain. Lorsque j'ai évoqué le fait de faire un executive MBA, encouragé dans la minute par la hiérarchie, comme vous le disiez, bien différent de la perception française. Oui, il y a ça aussi. Il y a des entreprises qui sont plus accompagnantes. Il y a des entreprises qui y croient plus. Il y a des entreprises aussi qui sont simplement plus dans la confiance. Et ça, c'est aussi un sujet. La France a un vrai problème avec ça. On a une défiance énorme pour nos institutions, on a une défiance énorme pour l'avenir du pays, et on a aussi une défiance d'une certaine manière pour l'autre. Vous savez qu'on est le pays, quand on demande aux gens si vous ne connaissez pas la personne, vous avez confiance ou pas, on est le pays où la défiance est la plus forte. On est à moins de 25% de gens qui disent globalement j'ai confiance. Et plus on descend dans l'échelle sociale, moins la confiance est forte. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Doit-on former les seniors à la transmission du savoir-faire? Oui, absolument. On demande, y a-t-il des entreprises? Je pense à une entreprise il y a très très longtemps. Alors c'était sur une problématique assez différente et c'était Louis Schetzer quand il était patron de Renault. Vous voyez, ça date. Hein, mais je fais exprès pour prendre un exemple ancien. Pour pas... Schetzer avait dit, là les cadres supérieurs, des gens plein de diplômes, souvent politiciens et tout ça, est arrivé Internet, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Eh bien, vous allez avoir un jeune, souvent les mêmes diplômes, hein, donc de ce point de vue-là, voilà, un jeune qui va vous aider à comprendre ces outils-là. Et donc, ça a été un petit peu une révolution que quelqu'un du comité exécutif, quelqu'un d'un cadre supérieur se fasse coacher par quelqu'un de beaucoup plus jeune. Mais c'est intéressant aussi parce que ça me remet aussi en cause. Ça m'interroge, ça m'interpelle là-dessus. Quelle est la meilleure stratégie pour conserver nos retraites? La meilleure stratégie pour conserver nos retraites, c'est quand même, je crois, de faire en sorte que plus de personnes soient en activité. Et je pense aux jeunes, je pense aux femmes, je pense aux gens qui ont arrêté de travailler pendant un moment, je pense aux gens qui sont sortis insuffisamment formés. Il y a un enjeu majeur d'accompagner les gens qui ont été trop peu formés et je pense évidemment aux seniors. Ne pensez-vous pas qu'une partie du problème est qu'on ne sait pas bien définir ce qu'est l'expérience et la valeur ajoutée qu'elle apporte? Ah, vous avez parfaitement, c'est Bernard qui nous dit cela, vous avez absolument raison Bernard. L'expérience, c'est quoi? On est dans un pays, c'est pas pour rien où on a survalorisé des gens qui parlaient du nouveau monde, en méprisant un peu l'ancien monde. On est dans des pays où on survalorise le aujourd'hui, on survalorise la modernité, on survalorise la nouveauté. Encore une fois, c'est normal, hein, c'est le système économique aussi qui veut ça. La nouveauté, puis on va acheter la nouveauté. Mais c'est bizarre quand même. Vous n'avez pas remarqué qu'en même temps, la mode est au vintage? Vous n'avez pas remarqué qu'en même temps, la mode est à la seconde main? Vous n'avez pas remarqué qu'en même temps, la mode est à l'artisan qui va refaire? Et ça, c'est la vieille grand-mère qui est capable de le faire. C'est le petit jeune qui va chercher
un objet un peu vintage qui trouve à la mode. C'est mon quinquado qui trouve ça génial de retrouver quelque chose qu'il avait aimé quand il avait 20 ans. Donc c'est bizarre, d'un côté, on a un mode de consommation qui est en train d'évoluer, qui est aussi lié à la question de la prise de conscience écologique. Et puis de l'autre côté, on voudrait que pour l'expérience, ce soit pris en compte. C'est pareil. Disons que l'expérience est vintage, et peut-être que dans ce cas-là, l'expérience sera plus à la mode. Il y a peut-être quelque chose à jouer autour de ça. Mais oui, l'expérience, c'est des savoir-faire appris sur le terrain, y compris avec et après des échecs. L'échec est un formidable levier d'expérience. La personne qui a tout réussi, d'abord, je demande à la voir. La personne qui a tout réussi n'a rien compris finalement, de certaine manière. Si elle a tout réussi, elle n'a jamais été confrontée à des éléments concrets d'échec. Et se confronter à l'échec, ça devient aussi une réussite. Ou alors celui qui a, si jamais trompé, c'est peut-être celui qui n'a jamais rien essayé, qui est resté dans la petite file, tranquillement, qui a attendu que les choses passent. Là aussi, il faut peut-être y faire attention. Le système français actuel favorise-t-il l'emploi des seniors selon vous? Malheureusement non. Le système français actuel favorise l'éviction des seniors. On est un des pays où cette éviction est la plus forte. Alors encore une fois, c'est une éviction qui est liée aux décideurs, qui ont tendance à être assez négatifs de ce point de vue-là. Elle est liée aussi aux personnes qui ont parfois intégré elles-mêmes que leur situation était de plus en plus difficile. Et puis elle est aussi liée à une manière de faire. On a aussi survalorisé, c'est le politique qui veut ça, on a survalorisé les jeunes, ce qu'on peut tout à fait comprendre. On dit très souvent, les jeunes, c'est l'avenir. Mais ça dépend l'avenir de quand. L'avenir de demain, ce n'est pas plus les jeunes que les vieux. Les vieux, la majorité d'entre eux seront là demain. Donc l'avenir, c'est quand l'avenir? C'est dans un siècle, mais les jeunes d'aujourd'hui, dans un siècle, ne seront pas là non plus. Donc c'est complètement idiot ces formules-là. Les jeunes, comme les plus âgés, participent de l'avenir de notre pays. Et donc l'expérience, c'est ça aussi. C'est de se dire aussi les échecs, les réussites, les tentatives, les chemins qu'on a pris. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on a pris. Ce n'est pas nécessairement tout de suite le résultat. Il y a des gens qui disent c'est le résultat qui compte. Il n'y a que le résultat qui compte. Ce n'est pas vrai. Ça dépend comment vous avez obtenu ce résultat. Ce qui compte, c'est comment on transmet tout ça. Ce qui compte, c'est comment on apprend les choses. Ce qui compte, c'est comment on a envie aussi d'évoluer. Comment on a aussi envie d'avancer. On peut avancer à des rythmes différents, mais ce qui compte, c'est la direction qu'on prend. Ce n'est pas la vitesse. Et la question première, c'est vers où on va. Il y a des gens qui s'inquiètent de vers où on va, qui disent en termes de pollution, c'est dangereux, en termes de nouvelles technologies, c'est dangereux. Donc il faut aussi s'interroger sur cette question-là. En termes de peut-être de vision un peu de surveillance, c'est dangereux. Donc il y a plein de questions aussi à se poser. Se poser des questions, c'est peut-être une des meilleures façons de construire de l'expérience et de vieillir moins vite. Vous savez, il y a deux manières de vieillir moins vite. Il y a conserver de la curiosité jusqu'au dernier jour. Nous connaissons tous des gens, encore une fois, de 20 ans qui n'ont aucune curiosité. Et bien, ils ne le savent pas, ces gens de 20 ans, mais ils sont déjà morts. Et moi, je connais des gens de 80 ans qui continuent à se poser des questions, et ces gens-là, ils sont complètement vivants. Et bien, moi, je préfère parfois vivre, je préfère même avoir un projet d'entreprise avec quelqu'un de 80 ans qui est vivant, qui est curieux, qui s'interroge, plutôt que monter une boîte avec quelqu'un de 20 ans qui veut juste suivre, qui entend qu'à la mode, il faut faire ça. Et évidemment, il faut aussi travailler avec des gens de 20 ans qui sont curieux et qui ont envie de développer les choses. Alors, Jean-Michel nous dit qu'il est souhaitable d'utiliser son expérience pour rebondir et se positionner sur des postes qui nécessitent de la bouteille. Absolument. À un moment donné, vous savez, il y avait une campagne ridicule, il y a une dizaine d'années, pour valoriser l'emploi des seniors. Et une des images, c'était, je ne citerai pas l'agence de communication qui avait vendu ça, c'était moi, Patrick, j'ai 53 ans ou 57 ans, je ne me souviens plus, je suis meilleur que vous aux jeux vidéo. Mais c'est complètement idiot. On ne demande pas à quelqu'un de 57 ans d'être bon aux jeux vidéo. On sait bien que les jeunes sont meilleurs. Et alors, justement, ce qu'on veut, c'est quelqu'un dans l'entreprise qui ne passe pas sa vie à jouer aux jeux vidéo, mais qui bosse. Et qui soit justement sur des métiers où on a besoin de cette expertise-là. Donc oui, évidemment, comme dans certains lycées, comme certains lieux d'éducation, on s'aperçoit qu'on a besoin de gens qui ont la bouteille, parce que ça impressionne plus les jeunes, ainsi de suite, parce qu'ils vont être plus en confiance. Je vous parlais de la finance tout à l'heure, je vous parlais quand il y a des problèmes de crise, on a besoin de gens qui ont de la bouteille. Donc oui, absolument, là aussi, il y a quelque chose à jouer. Alors, il y a aussi donc une partie de la solution est de travailler d'abord au niveau politique pour que l'État incite les entreprises à conserver les seniors. Je dirais oui, mais même avant ça, nous avons un État, nous avons des politiques qui passent leur vie à parler des jeunes. C'est très bien. Évidemment qu'il faut parler des jeunes, évidemment qu'il faut accompagner les jeunes, évidemment qu'il faut réfléchir au mode de formation. Il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui sur l'éducation, sur la formation d'un certain nombre de jeunes. Il y a un vrai sujet aussi, j'en profite pour le dire, sur des gens qui ont aujourd'hui de la difficulté à se concentrer parce que leur vie est sur des écrans. Les seniors,
eh ben, ils ont une capacité de concentration sérieusement plus importante. Et on s'aperçoit dans certains métiers, on a besoin d'un taux de concentration plus fort. Et de ce point de vue-là, les seniors sont bien plus importants. Mais donc, il faut aussi, avant même que les politiques incitent les entreprises, il faut déjà que les politiques aient un discours, une manière d'être qui ne soit pas toujours à survaloriser les jeunes et même parfois à mépriser les plus âgés. Alors, on a passé quelques-unes. Jean nous dit, nous sommes passés d'un président senior à un président junior. Est-ce un signe? Alors, c'est vrai que une grande partie du programme du président actuel a été de vendre son âge. Et à mon sens, c'est un peu insuffisant. Ça ne suffit pas. On ne vote pas pour quelqu'un juste par rapport à son âge. Et l'âge n'est pas nécessairement un argument suffisant. Il y a des gens très jeunes qui apportent beaucoup de choses, mais la jeunesse fait aussi qu'on est parfois moins lucide, moins conscient d'un certain nombre de réalités. Et en même temps, il ne s'agit pas qu'il n'y ait que des présidents âgés. Ce n'est pas ça la question. On remarquera, je prends un exemple totalement différent. Au moment où la Tunisie est arrivée au début de sa révolution démocratique, ils sont allés chercher un président très âgé. Et c'était aussi parce qu'à un moment donné, on dit qu'il faut quelqu'un qui pacifie les choses. Ça dépend aussi des moments. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans le président, ce n'est pas son âge, c'est ce qu'il propose, c'est ce qu'il fait, c'est comment il s'adresse à la nation. Et ça, il y a des gens qui s'adressent à la nation, quel que soit leur âge. Mais on rappellera quand même que Charles de Gaulle, quand il a fait cette innovation totale, on parle de disruptif. Enfin, partir à Londres, c'était un autre niveau de disruption. Il avait 50 ans. Et quand il est revenu la deuxième fois au pouvoir, il avait pris un petit peu de bouteille. D'ailleurs, lui-même disait, c'est pas à 68 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Il y avait une formule comme ça. Garçon, quand il arrivait en 58, avait 68 ans. Et c'est lui qui a innové cette 5e République qui permet à un jeune président aussi d'être président. Donc, n'opposons pas les âges. Et encore une fois, en tout cas pour moi, l'âge n'a jamais été un argument. Ton âge, ça ne suffit pas. Montre-moi ce que tu as fait, montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce que tu veux faire. C'est ça qui m'intéresse. Un être humain, il est d'abord la somme de ses expériences pour ensuite proposer autre chose. Kofi nous dit comment alors motiver le recrutement ou le maintien de seniors dans les entreprises commerciales où il faut une rapidité de réaction dans certains cas où certains sont plus nonchalants ou pas très motivés. Vous savez, moi je connais beaucoup de jeunes très très nonchalants. Donc ça ne suffit pas. Mais il y a aussi des seniors, en effet, qui ne sont pas motivés. Et peut-être que c'est ça le bon terme, Kofi. C'est la question des motivations. Comment on motive les gens? Alors, il y a la responsabilité de celui qui motive, mais il y a aussi la responsabilité de celui qui n'est pas motivé. Moi, je n'oppose pas. Ça dépend aussi des personnalités. Moi, je crois beaucoup à la personnalité des personnes. C'est un peu, voilà, c'est un peu redondant. C'est pas, on ne se limite pas. On est trop d'ailleurs enfermé aujourd'hui un petit peu d'une vision un peu communautariste. Je me définis par mon âge, je me définis par mon sexe, je me définis par ma couleur de peau, je me définis par ma religion. Mais c'est pas ça. La modernité, les Lumières, elles ne nous ont pas appris ça. Elles nous ont appris que nous avons des identités multiples. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle s'est construite? Peut-être d'où elle vient aussi. Comment elle a réussi à arriver là? Et son projet de vie, son envie. Ce mot, remarquez, envie et être en vie. C'est quand même intéressant cette polysémie. Il y a quelque chose aussi derrière. Pour être en vie, il faut avoir envie. Pour être un bon dans son métier, il faut avoir envie. Pour être un contributeur de l'entreprise, il faut avoir envie. Mais il faut aussi que l'entreprise, elle ait envie. Elle a envie d'aller de l'avant, mais elle a envie de vous aussi. Et qu'elle vous montre qu'elle a envie. Si je n'ai pas l'impression que l'entreprise a envie de moi, pourquoi voulez-vous que j'ai envie de l'entreprise? Donc c'est un peu, je dirais presque, il y a une sorte de jeu amoureux là aussi. Il ne s'agit pas d'être amoureux de son entreprise, il ne s'agit pas que l'entreprise soit amoureuse de vous. Mais n'empêche que, il faut qu'il y ait un minimum de désir, un minimum de plaisir. Si on n'est que dans la contrainte, si on n'est que dans l'obligation, d'abord, c'est pas drôle et ça ne fonctionne pas sur la durée. Asida nous dit ce sujet ne devrait-il pas être, selon vous, faire partie des politiques RSE des entreprises? Mais parfaitement, évidemment. Ça fait partie. La durabilité d'une entreprise, mais elle s'appuie aussi à faire durer les gens qui sont à l'intérieur. Vous ne pouvez pas lutter contre l'obsolescence programmée de vos produits si en même temps vous pratiquez l'obsolescence programmée de vos salariés. Il y a un peu de cohérence là aussi. Donc, pour moi, en effet, ça fait partie totalement de la RSE et d'une démarche un petit peu novatrice là aussi. Tierno nous dit, dans certaines sociétés minières en Afrique, après la retraite des seniors, ils sont appelés comme consultants. Ils sont ainsi exposés aux conditions de travail dures des mines. Quel commentaire en faites-vous? Alors, évidemment, c'est pas pareil d'être consultant quand on a été un salarié très expérimenté, très valorisé, avec une énorme compétence,
et qu'on est d'ailleurs très très bien payé, et que c'est du consulting intellectuel, je dirais. Dans ce cas-là, c'est plus facile. Là, évidemment, il ne s'agit pas de faire travailler les gens n'importe comment, des gens qui sont abîmés, qui sont fatigués. Il faut évidemment prendre en compte cela. Je rappelle que dans notre beau pays France, qui est un des pays quand même les plus égalitaires qui soit, on crache beaucoup sur la France. Ça serait bien que les gens aillent voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Mais n'empêche qu'en France, les 5% les plus riches, pour les hommes, ont une espérance de vie de 13 ans supérieure aux 5% les plus pauvres. Donc il faut aussi évidemment prendre ça en compte. Si j'ai une vie difficile, si j'ai une vie physiquement difficile, si j'ai une activité professionnelle difficile, on ne peut pas demander la même chose que si j'ai une vie plus facile, plus valorisante, et ainsi de suite. Sadia nous dit pourquoi nos politiciens ont une moyenne d'âge élevée. A contrario, les seniors après un certain âge sont aussi hors circuit en France, bien sûr. Alors, c'est vrai que je m'étais amusé à ça, je ne donnerai aucun nom, mais certains de nos hommes politiques qui ont largement dépassé l'âge de la retraite sont les mêmes qui disent que la retraite doit diminuer. C'est amusant. Et d'autres à l'inverse. Donc là, il y a une incohérence, c'est vrai, assez forte. En même temps, moi, je ne suis pas choqué qu'un homme politique soit âgé, parce que là aussi, il y a besoin d'expérience. Moi, ça me paraît intéressant. Alors, si possible, évidemment, si la seule expérience de l'homme politique, c'est d'avoir fait de la politique, ça pose une question. Mais quelqu'un qui s'est coltiné pendant 20 ans avec la gestion d'une ville, il a appris beaucoup de choses quand même sur la société. Voilà. Mais quelqu'un qui s'est coltiné pendant 20 ans avec la gestion d'une entreprise a évidemment aussi appris beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui simplement s'est coltiné avec les réalités a aussi appris beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Voilà. Il faut là aussi qu'il y ait une cohérence. Et c'est vrai qu'on est. Alors, il n'y a pas que notre pays. Hein. Alors là, nous avons un président actuel très très jeune. Il y a des pays où, je ne sais pas, les États-Unis, mais regardez l'âge aussi, par exemple en Grande-Bretagne en ce moment, dans le débat politique, peut être avec des gens extrêmement âgés. Puis il y a d'autres pays où les gens sont très très jeunes. Voilà. Donc là encore, ne nous limitons pas à l'âge et faisons en sorte que dans nos gouvernements, dans nos politiques, dans nos entreprises, il y ait une diversité d'âge, parce que c'est comme ça aussi qu'on avancera. Je crois qu'on fait signe qu'on arrive à la fin de cet entretien. J'ai pris énormément de plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous en avez pris avec moi et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. De toute façon, on se retrouve à la fois sur le site de l'IFG, on se retrouve à travers les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter aussi. Je suis évidemment prêt à continuer la discussion. C'est Guérin-du-bas Serge, mais il y a aussi le compte de l'IFG, IFG-éducation ou éducation. Il y a le Facebook, il y a évidemment tous les réseaux LinkedIn. Et puis, je sais combien l'IFG qui travaille sur ces questions à la fois dans le concret, puisque simplement, il y a énormément de seniors qui sont formés grâce à l'IFG. Mais on retrouvera aussi sur la chaîne YouTube, on retrouvera aussi sur LinkedIn, on retrouvera aussi sur Twitter. Et puis nous, on se retrouvera à l'occasion d'autres émissions de ce type-là, parce que je crois que c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je vous souhaite une belle vie et je vous souhaite une vieillesse heureuse dans très 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 longtemps.